va passer maintenant à la Somalie. 2 millions d'habitants risquent une crise alimentaire. Nous en parlons tout de suite et nous accueillons sur le plateau Magloire Teko Kevi, rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates. Bonsoir Magloire. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères et Credo, et tout le plaisir pour moi de retrouver le plateau de la Néo TV. On était dans les regards parallèles, maintenant on rentre dans les regards croisés véritablement. Les acteurs humanitaires appellent la communauté internationale à se mobiliser pour éviter une nouvelle catastrophe en Somalie. Selon l'ONU, si l'aide n'est pas renforcée d'urgence, plus de 2 millions de personnes risquent une famine d'ici à décembre. Tous les voyants sont au rouge. La dernière saison des pluies a été une fois de plus décevante et la Somalie a connu sa pire récolte de céréales depuis 2011 selon la FAO. Résultat, au moins 2 millions d'habitants risquent une crise alimentaire sévère d'ici décembre. En tout, on aurait ainsi, à la fin de l'année, plus de 6 millions de Somaliens en situation de malnutrition, quasiment la moitié de la population. Magloire Teko Kevi, la Somalie, c'est vrai que c'est un pays qui, depuis très longtemps, nous a habitués à la famine et tout, et apparemment aucune solution véritable n'est trouvée pour ce pays. Oui, malheureusement, c'est le constat que nous faisons parce qu'on parle de la famine en Somalie, ça date depuis 1980, je crois. Et ce débat, ça dure, ça fait pratiquement plus de 25, voire 30 ans que ça dure, mais véritablement, plus les jours passent, on se rend compte qu'il n'y a aucune solution qui soit trouvée véritablement au problème. Aujourd'hui, on parle de pratiquement près de 2 millions de Somaliens qui, en tout cas, sont menacés par la famine. J'estime que pratiquement c'est un désastre qui se profile à l'horizon là-bas. Et au-delà de tout, moi, je dis, c'est quand même le moment de se poser des questions par rapport à la solidarité, à la chaîne humanitaire qui devrait être normalement cultivée, n'est-ce pas, en Afrique, parce que, quoi qu'on dise, l'une des valeurs que nous cultivons beaucoup plus en Afrique, c'est la solidarité. Et là, je me dis, nous avons des terres cultivables en Afrique, et la Somalie, ça fait plusieurs années déjà que ce pays copie, n'est-ce pas, sous le poids de la famille. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On se rend compte que oui, peut-être le pays est défavorisé par la nature. La nature joue véritablement contre ce pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gouvernants depuis lors, est-ce qu'il n'y a pas véritablement une politique qui a été mise en place pour pouvoir contrecarrer ces situations? Je me pose des questions parce que quand nous jetons un regard un peu au-delà des frontières africaines, on se rend compte que il y a quelques années antérieures, l'Israël n'était pas aussi loin de ces situations. Mais les gens ont su mettre à profit, n'est-ce pas, la technologie, l'imagination fertile de l'homme pour pouvoir venir à bout de ces situations. Mais en Afrique, on se contente beaucoup plus des crises politiques, surtout qui va être au pouvoir, qui ne va pas être au pouvoir. Et à l'arrivée, c'est les populations qui en souffrent. L'exemple somalien est plus atypique et nous incite véritablement à mener beaucoup plus de réflexions, à voir quelle est en tout cas, quelle est la solution qu'il faut, n'est-ce pas, pour le... Moi, je vais parler véritablement du régime politique, c'est-à-dire qu'on ne doit beaucoup plus miser ou se focaliser sur l'aspect politique, mais le politique ou l'homme politique ou tout homme qui a une vision pour son pays doit pouvoir mettre au cœur de sa politique l'homme. Et je crois que partant de là, on va pouvoir sauver le continent africain. Credo Tété, dans le cas de la Somalie, cette situation, comme on le dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Qui il faut accuser? C'est le gouvernement somalien ou les différents gouvernements successifs qui sont incapables de trouver une solution au pays, ou la communauté internationale qui n'en fait pas assez? Non, je crois, mais il faut interroger surtout les gouvernances du pays, parce que ce n'est pas le gouvernement qui est là, qui est le seul comptable. Qu'est-ce que les dirigeants politiques ont fait pour juguler cette crise alimentaire? Donc, ils n'ont pas posé les jalons nécessaires afin que on n'arrive pas à cette atténuation
de la situation. Maintenant, est-ce qu'il faut dormir sur ses lauriers pour espérer éternellement un accompagnement ou bien des actes humanitaires de la communauté internationale? Donc je crois que nous devons travailler nous-mêmes, nous devons travailler sur nous-mêmes pour essayer d'implémenter des actions d'envergure. Certes, ils sont aujourd'hui coutumiers de ces crises alimentaires, mais qu'est-ce qui a été fait par la série de gouvernance qu'a connu le pays? Donc rien n'a été fait concrètement parce qu'on est là, on tend la main, on pense que la solution c'est le fait de tendre la main à l'Occident ou bien au mouvement humaniste pour qu'on puisse vous aider à régler le problème. En venant à votre secours pour juguler un temps soit peu la crise, on n'est pas en train de créer les conditions pour ne plus retomber dans les mêmes travers. Et malheureusement, c'est le comportement de l'Afrique. On pense que toute solution doit obligatoirement venir de l'Occident ou bien de puissances occidentales. Les puissances occidentales ne viennent pas, ne jouent pas totalement dans l'humanisme. C'est parce qu'eux aussi, ils ont des intérêts. Et lorsque les intérêts ne seront plus en jeu, donc vous allez voir qu'ils posent assez de conditions même. Il y a une certaine réticence qui est montrée avant d'aller même de porter secours ou bien assistance à personne en danger. Donc aujourd'hui, la responsabilité est beaucoup plus de la part de l'actuel gouvernement qui doit endosser et le passif et l'actif des autres gouvernements qui ont eu à gérer la chose politique commune du côté de ce pays. Mais peut-être à la décharge des différents gouvernements en Somalie, ce pays n'est pas très bien loti par le climat. Hein. C'est ce que je disais dans mon développement, c'est-à-dire que la nature joue contre ce pays et ça ce n'est pas nouveau, c'est depuis les années 80. Et c'est là où je me dis, est-ce que, prenant conscience de la situation, les gouvernements qui ont succédé n'ont pas véritablement pensé à réguler la situation? Je me dis, peut-être ils essaient à leur manière, mais tellement la situation est chronique que on ne voit que les conséquences. Ce qui fait que moi, beaucoup plus, je dis oui, c'est du devoir en réalité des gouvernements de penser à des solutions idoines. Mais si tant est que depuis 1980 jusqu'à ce jour, on n'arrive vraiment pas à trouver une solution à la chose, je crois que ça doit inciter beaucoup plus. C'est ce que je disais, qu'il faut essayer de voir sur le plan africain ce qu'il faut faire concrètement pour pouvoir apporter de l'aide à ce pays. Le confrère Credo l'a dit tout à l'heure, on a tendance à s'orienter beaucoup plus vers l'Europe ou l'Occident, tout ça. Mais je dis, l'Union africaine en réalité, qu'est-ce qu'elle fait? Je ne vois pas l'importance de cette Union africaine-là, si tant est que certains des Africains ne trouvent pas à manger et qu'on ne pense pas à venir en aide à ces Africains-là. Bon, beaucoup de pays africains ont des problèmes aussi. Hein. Bien sûr, mais je me dis, c'est pour ça justement que nous sommes en communauté. C'est-à-dire que... on doit s'entraider. On doit s'entraider. Pour moi, c'est le fondement même de cette union-là. Parce que c'est les hommes qui créent les unions, les communautés. Et si les hommes ne trouvent pas à manger, je ne vois pas. Parce qu'il faut d'abord que deux interlocuteurs qui sont en face pour parler du développement de l'Afrique soient vraiment en bonne santé, psychologiquement en place. Mais si l'un a faim et que l'autre a suffisamment mangé, je ne crois pas qu'il peut être au même niveau de compréhension de la situation. Et donc, c'est pour ça. Tout ça, c'est des hypothèses que nous émettons, c'est des réflexions que nous menons pour voir comment est-ce qu'on peut, en tout cas, converger les actions vers une idée donnée pour que la Somalie puisse se soulager un tout petit peu de cette situation qui n'a que trop duré. Mais Magloire l'avait évoqué tout à l'heure, quand on prend l'exemple d'Israël, c'est aussi un pays qui est construit sur le désert, mais en quelques années, ce pays a réussi, est un modèle en termes d'agriculture. Est-ce qu'il y a un problème avec les Somaliens? Ils n'arrivent pas à trouver la solution? Non, je crois que ça part d'une... prise de conscience. Les Israéliens ont pris conscience de leur réalité et ils ont réfléchi. Donc, ils ont passé du temps
dans la réflexion pour dire comment est-ce que le climat ne nous est pas favorable, les terres ne nous sont pas favorables, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça sans rien faire et puis attendre que ça descende du ciel, même si Jérusalem c'est en Israël, donc ça ne peut pas descendre du ciel. Donc ils ont travaillé sur eux-mêmes, donc ils ont réfléchi et ils ont sorti des stratégies, des programmes, et aujourd'hui ils sont tellement dépendants. Du côté de la Somalie aussi, ce n'est pas sorcier, ça peut se faire. Mais il faut une prise de conscience au niveau des premiers dirigeants de ce pays, des autorités. Il faut qu'ils prennent conscience du vécu quotidien, de la réalité, et qu'ils développent des programmes dans ce sens-là. Et qu'ils prennent exemple. Je suis d'accord avec mon confrère Magloire lorsqu'il a, dans son premier développement, il a ressorti le cas de l'Israël. Mais comment est-ce que l'Israël a fait? Mais ce n'est pas sorcier, c'est par le travail. C'est pas une prise de conscience assez réelle de leur État qu'ils ont essayé de développer des programmes. Et la Somalie aussi peut le faire. Il y a quand même une situation d'hypocrisie au niveau de cette communauté internationale, c'est qu'on a évalué un programme humanitaire au niveau de la Somalie, programme sur 6 mois, qui doit coûter 487 millions de dollars. Et jusqu'à présent, on n'atteint même pas la moitié de cette somme, alors que s'il faut mobiliser des milliards pour des guerres, c'est en quelques jours qu'on les trouve. Voilà la vraie face de la communauté internationale. C'est-à-dire que ces messieurs et ces dames-là ne font rien s'ils n'ont pas d'intérêt derrière. C'est-à-dire que, voyez-vous, on parle de la famine, c'est-à-dire que certains ne trouvent pas à manger et que leur vie même est en danger. Et on dit de déclencher la chaîne de solidarité pour pouvoir leur venir en aide. Mais jusqu'alors, on n'arrive pas à atteindre, n'est-ce pas, le seuil fixé. Alors que si c'était pour alimenter les guerres, on les voit et réagit avec une promptitude assez extraordinaire. Et on a vu que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, même en RDC, au Rwanda, tout ça, c'est des messieurs qui... tout ça, vous savez, l'enchaînement des événements me font croire finalement ou m'amène à donner raison à ceux qui pensent que les poches de guerre que nous avons en Afrique sont beaucoup plus la résultante, n'est-ce pas, de la cupidité de cette communauté internationale-là, qui ne pense que par la guerre et le coulement du sang et un peu partout pour pouvoir s'imposer. Parce que je me dis, par exemple, les peuples africains, au-delà de tout, l'histoire nous dit que nous sommes les mêmes peuples. C'est le même blanc qui est venu nous départager avec des frontières qui ne sont que virtuelles. Parce que ce soit au Togo ou au Bénin, c'est les mêmes familles. Mais le blanc a réussi à nous inculquer que le Togolais est différent du Béninois. C'est ainsi qu'il arrive à nous opposer par moments aussi pour pouvoir tirer le maximum d'intérêt possible. Et donc je dis, tout ça, moi honnêtement, dans ma mentalité, c'est en partie la faute à nous. Quand je dis à nous, c'est l'Afrique et c'est un certain nombre de personnes qui dirigent ces États qui composent le continent. Qu'est-ce que nous disons concrètement? Moi, j'étais là quand on nous a parlé de l'attentat de Charlie Hebdo. Nous avons vu nos chefs d'État défiler dans les rues de Paris. Je me dis, tant mieux, c'est la chaîne de solidarité, comme je l'ai dit à un moment donné. Mais quelques jours après, on a vu qu'il y a eu un bombardement, les terroristes vraiment ont frappé fort à Somalie, au Mali et tout ça. Mais on n'a pas vu cette chaîne de solidarité-là des mêmes chefs d'État africains. Mais je me dis, tant qu'il y a ces rapports de colonisés et de colonisateurs, que nos dirigeants qui devraient en réalité défendre le continent, ils seront mis en tête que le blanc c'est notre patron et que nous lui devons obéissance. Nous resterons dans cette situation-là jusqu'à quand? C'est la grande interrogation. On va à la pause et on revient tout de suite après.